Radio Bayard. Radio sans peur, émission sans reproche. Bonjour, bienvenue sur Radio Bayard avec deux invités d'exception sur la scène grenobloise, puisque nous avons le plaisir de recevoir le président du Cercle Bayard, Ludovic Blanco, et un militant très investi de l'UNI, Samuel Chapka. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et expliquer un petit peu votre parcours ? Alors, Samuel Chapka, je suis militant à l'UNI Grenoble. Et donc depuis peu, je suis également élu étudiant à la faculté de droit de Grenoble, élu à l'UFR, et donc il s'est passé un événement assez tragique qui n'est malheureusement pas isolé, et je pense que nous aurons l'occasion d'en parler, j'en doute pas. On reviendra dessus, très bien. Ludovic, qui êtes-vous ? Mais bonjour à tous, c'est Ludovic Blanco, président du Cercle Bayard, association souverainiste à Grenoble. Cercle, alors c'est un cercle d'intellectuels, on va dire cercle de réflexion. Voilà, j'ai également un parcours, un passé politique, peut-être qu'on va le développer ensuite. Très clair. Je voulais parler avec vous, avant de passer au contexte grenoblois, de l'actualité récente et des émeutes urbaines qui ont place depuis quelques jours en France. On va commencer par avoir votre avis et peut-être vos explications, Ludovic, sur ces événements. Écoutez, je pense que c'est des événements malheureusement qui étaient prévisibles, c'est-à-dire qu'on sait depuis longtemps qu'il y a des problèmes en France, il y a déjà eu les émeutes en 2005, et c'est d'ailleurs, il y en a même eu dans les années 90, etc. Donc ça fait longtemps que on a des problèmes d'intégration, d'assimilation, on a mis le couvert sur la marmite, et puis à un certain moment ça explose. Alors là, il y a eu quelques jours chauds, peut-être que ça va se calmer, on va voir. Mais dans tous les cas, c'est reculer pour mieux sauter, puisque si ça se calme aujourd'hui, ça risque de reprendre. Si les problèmes ne sont pas traités à la racine, ça risque de reprendre dans les années qui viennent. Donc, et peut-être de façon de plus en plus rapprochée. Donc, je pense qu'on a un vrai problème. Il y a une partie de la France qui ne se reconnaît pas dans ce pays, au sommet et à la base. Et ça, c'est très problématique, donc je pense qu'il faudra sûrement prendre des mesures assez radicales pour résoudre ce problème dans les années qui viennent. Très bien, donc je voudrais maintenant avoir l'avis et l'explication de Samuel sur ces événements, et ensuite vous poser des questions sur les potentielles solutions politiques ou autres que nous pourrions apporter. C'est évidemment quelque chose de problématique. Effectivement, il y a la mort d'un individu qui était dans le cadre d'un refus d'obtempérer, mais rien, absolument rien, ne justifie une telle violence. Jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai eu l'occasion d'être sur le terrain, donc dans la nuit de vendredi à samedi, et j'ai vu des scènes tout à fait choquantes, c'est-à-dire qu'au sein même du centre-ville de Grenoble, il n'y avait pas de policiers qui circulaient. On a vu Foot Locker, sans les mentionner, d'autres enseignes être totalement saccagées. C'est quelque chose qui est problématique, et ça montre aussi qu'il y a un vrai problème, et ce problème, c'est justement ce manque d'assimilation, on accueille tout le monde, justement laxisme judiciaire, parce que ces personnes, pourquoi ils agissent de la sorte ? Parce qu'ils savent qu'ils ne risquent absolument rien. Il y a aujourd'hui des comparutions immédiates qui ont eu lieu, mais quand on regarde les peines, elles sont assez anecdotiques. On a quand même 4 mois de prison ferme, c'est quelque chose qui n'est pas suffisant quand on connaît l'ampleur des dégâts dans le centre-ville de Grenoble. Et pour vous deux, quelles sont les raisons qui poussent à ces émeutes urbaines ? Sont-ce des raisons sociales, culturelles, religieuses ? Quel est le principal facteur qui peut expliquer, selon vous, cette révolte ? Je pense que la raison sociale est quand même en grande partie une excuse, c'est-à-dire que vous avez le département de Fausse-de-France, je crois que c'est la Creuse, il y a énormément de pauvreté dans le monde rural, et c'est pas pour autant qu'il y a des émeutes. Donc je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui est culturel, et je pense qui est civilisationnel. Et en fait, on a le problème, il vient de très loin, je pense qu'il vient des années 80, etc. Il y a eu touche pas à mon pote, il y a eu tout un déni, pardon. Il y a eu la destruction de l'école, donc il y a plus ce sentiment d'appartenance, le récit national ou le roman national, appelez-le comme vous voulez, qui a été totalement détruit. Donc on a l'éducation nationale qui joue plus son rôle, il y a un laxisme qui s'est installé, on n'applique plus les lois en France,
et du coup il y a un laisser-aller, une immigration massive qui arrive, et donc du coup qui n'est plus contrôlable, qui n'est plus assimilable, et tout ça fait que on se retrouve dans des ghettos où finalement il y a une société parallèle qui se met en place, et tout ça est extrêmement dangereux. Donc je pense qu'il va falloir qu'on le taureau par les cornes. Samuel, j'ai une question. Est-ce que selon vous, la situation est hors de contrôle ou avec une volonté politique et les moyens que fournisse l'État, la situation pourrait être réglée? Alors, la Ve République a l'avantage d'avoir un certain passé, c'est-à-dire qu'au fil des années, on a pu voir que la Ve a cet avantage-là, de pouvoir résoudre des problèmes, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient simplement civilisationnels. Aujourd'hui, la Ve et le gouvernement, s'il le souhaite, est en mesure de résoudre ce problème. Malheureusement, en les faits, ce n'est absolument pas le cas. Nous, il y a plusieurs personnes politiques qui demandent justement le déclenchement de cet état d'urgence. Aujourd'hui, on a effectivement des problèmes, on a également des solutions, et ces solutions ne sont pas appliquées tout simplement par lâcheté ou tout simplement par clientélisme, parce qu'effectivement, on le voit avec la NUPES, qui ont beau faire de grands discours, après avoir détruit l'école, après avoir détruit l'enseignement supérieur, voilà qu'ils se disent, il faut détruire également les rues, la ville et la propriété privée. Et quelles sont, selon vous, Ludovic, les solutions à très court terme pour résoudre la crise dans les jours qui viennent, et surtout sur du long terme? Que peut faire le politique en ce sens-là et le métapolitique? Je pense qu'il y a des mesures efficaces à prendre rapidement, c'est-à-dire que quand une famille a un enfant par exemple qui se comporte comme ça, parce que ce sont quand même des très jeunes, il faut le dire, hein, c'est quand même beaucoup de mineurs qui vont piller. Bon, c'est assez hallucinant. Que font-ils dehors? Donc les parents, il faut les remettre en question. Et donc par exemple, on pourrait supprimer des aides sociales, supprimer certaines aides pour les familles dont les enfants se comportent pas sérieusement. Et je vous garantis que les enfants, ils vont rester à la maison plus facilement. On pourrait éventuellement envoyer l'armée, c'est la question qui se pose. Hein. On voit qu'il y a des sondages qui sont faits là-dessus. Maintenant, il faut savoir pourquoi faire aussi. Bon, et je pense que les sondages qui donnent une large majorité de Français favorables à cette mesure ne précisent pas pourquoi faire. L'envoyer l'armée, mais pourquoi faire? Ça, il faudrait y réfléchir. Et puis, il y a des mesures à plus long terme, c'est reconstruire l'école, c'est rétablir l'autorité, c'est appliquer les lois judiciaires. On a reçu Xavier Hofer au Cercle Bayard au mois d'avril. Je vous invite à écouter cet entretien sur YouTube. Je me fais un peu de pub au passage. Il le dit très bien, Xavier Hofer est un grand criminologue français. Il y a un laisser-faire. Si l'État veut, l'État peut. Donc on réinvestit ces quartiers, on applique les lois, on arrête la politique de surtout pas de vagues, on achète la paix sociale, il faut stopper les flux migratoires. Et il y a aussi une question européenne qui se pose derrière. Hein. Vous voyez le souverainiste venir, puisqu'il faut rétablir les frontières nationales, il faut pouvoir expulser, et ça demande une confrontation avec Bruxelles, où notre rapport avec le droit européen est très compliqué, puisque le droit européen nous est supérieur à la loi nationale, malheureusement. Samuel, est-ce que vous aviez des choses à rajouter sans énumérer les solutions proposées par Ludovic? Moi, je pense qu'effectivement, il a quasiment tout dit. Cependant, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que, je me rappelle, j'étais dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre-ville de Grenoble, et j'ai malheureusement vu des parents qui accompagnaient leurs enfants voler dans ces enseignes-là. Et moi, j'étais tout à fait scandalisé. Je suis allé voir cette mère-là et je lui ai dit, que faites-vous? Et elle m'a dit, c'est les soldes. C'est-à-dire qu'il était 23h30, c'est les soldes. Je suis désolé, mais effectivement, il y a un problème de culture et il y a aussi un problème d'éducation. C'est-à-dire que le problème vient des enfants, mais aussi des parents. Et je ne veux pas redire ce que Ludovic a dit, mais effectivement, c'est quelque chose qui est malheureusement bien présent. On va faire une transition en passer à la scène locale. On va parler justement des émeutes urbaines au niveau de l'agglomération grenobloise. Donc on voit que c'est une des agglomérations les plus touchées de France. Il me semble que des renforts ont été déployés hier, donc dans la nuit de samedi à dimanche, dans 3 villes de France, Marseille, Lyon et Grenoble. Ludovic, comment vous expliquez cette particularité locale, que Grenoble soit propice aux émeutes urbaines et à la délinquance en général? Moi, je pense qu'il y a un laisser-faire du politique. On a Éric Piolle à la mairie de Grenoble, ça n'aide pas. Il a, dès le premier jour de son premier mandat, fait une blague sur les caméras, les vidéosurveillance, comme quoi c'était très bien de pas les avoir. Donc les délinquants ont tout de suite reçu le message. Et puis on est dans un terreau qui est quand même très gangréné, et on a vu les images les premiers soirs. Grenoble, en proportion du nombre d'habitants, est quand même une ville où il y a eu un nombre de pillages dans le centre-ville assez impressionnant de boutiques. Donc je pense que l'État était obligé
d'amener des forces de police supplémentaires. Et malheureusement, à Grenoble, on est vraiment en pointe sur toutes ces questions de délinquance, d'agression, etc. Vous avez mentionné Éric Piolle, mais il me semble que les émeutes étaient déjà très fortes en 2005 à Grenoble. Il y avait aussi des affrontements à Villeneuve lorsque 2 braqueurs avaient été abattus par la BAC. Samuel, comment vous expliquez que le terreau grenoblois est très fertile pour les délinquants et les émeutes urbaines depuis plusieurs années? Moi, j'ai juste envie de dire qu'effectivement, il y a un terreau qui est islamo-gauchiste à Grenoble, et c'est quelque chose qui malheureusement est très présent. Et on ne peut pas faire semblant. Effectivement, c'est quelque chose qui existe, et là encore, on voit cette impunité qui est bien présente. Éric Piolle, qui lui est contre les caméras de vidéosurveillance, qui n'hésite absolument pas à cracher sur la police à longueur de temps, et qui, comme par hasard, quand il y a émeute urbaine, n'hésite absolument pas à faire appel à l'État, puisque pendant ces 2 campagnes, il l'a rappelé, pour lui, la municipalité n'a aucun rapport avec la sécurité. C'est l'État qui se doit d'apporter cette sécurité. Or, effectivement, notre droit français est assez bon là-dessus. Il y a un droit des collectivités territoriales, et le maire a le devoir d'appliquer la sécurité sur sa commune. Or, dans les faits, ce n'est absolument pas le cas, et c'est quelque chose qui est malheureusement bien présent. Vous avez parlé de la mairie de Grenoble et d'Éric Piolle. Il me semble que vous avez rencontré des problèmes pour votre cercle Bayard, Ludovic. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On a eu beaucoup de problèmes, oui, parce qu'en fait, nous, on défend la liberté d'expression et on défend un pluralisme, donc on a des invités très très différents et qui parfois sont assez tenaces, qui sortent un peu des chantiers battus du politiquement correct. Donc de temps en temps, ça ne plaît pas à une certaine gauche. Donc on a eu des problèmes. On a déjà eu des problèmes avec l'affaire Millezimka. Ça, c'était la première partie du problème. Début d'année, on a eu ça, et récemment, avec Éric Piolle, la mairie de Grenoble, on a eu une salle parce que nous sommes une association. Est-ce que vous pouvez développer l'affaire Millezimka pour nos auditeurs? Oui, l'affaire Millezimka, c'est ce rappeur, je crois, dit d'extrême droite, qui a réservé la salle que nous occupions également pour nos conférences. Et l'extrême gauche a fait un raccourci en disant que nous étions associés. Ils ont fait pression sur la salle a décidé de nous interdire l'accès. Donc on a perdu notre salle, donc ça a été un premier problème. On a été assimilé à un rappeur alors qu'il n'y avait aucun rapport, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était l'affaire Millezimka. Et il y a eu des articles de presse, j'ai été interrogé par quelques journalistes à cette occasion notamment. Et récemment, il me semble qu'une de vos salles a été annulée au dernier moment. Alors ça, c'est l'affaire de la municipalité de Grenoble, effectivement. La première était une salle privée. Récemment, nous avons demandé une salle à la mairie de Grenoble qui nous a été réservée. Nous avons eu la confirmation orale et écrite parce que nous avons une association loi 1901 de Grenoble. Donc, il y a une gratuité et une réservation quasi automatique des salles pour les associations grenobloises. Et puis au dernier moment, moins de 3 heures avant le début de la conférence, j'ai reçu un appel des services de la ville m'indiquant que le bureau du maire avait décidé que finalement nous étions une association à but lucratif, ce qui est faux, en tout cas c'est ce qu'ils considèrent, et que donc nous n'avions pas le droit de citer dans les locaux de la ville de Grenoble, puisqu'ils accueillent que les associations à but non lucratif. Comment vous interprétez cette décision? C'est une décision purement politique, il y a une forme de police politique. Évidemment, vous voyez, le NPA à Grenoble, parti politique, même pas une association, communique avec un prix d'entrée dans les salles de la ville. Ça ne dérange absolument pas la mairie de Grenoble, mais simplement il y a du connivence entre le NPA et la mairie de Grenoble. Et nous sommes évidemment catalogués, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'on fait vraiment rien de mal, tout le monde peut venir, c'est ouvert, on discute, on boit un coup, on rencontre des gens. Il y a vraiment rien de factieux et on est considéré comme étant d'extrême droite ou je ne sais pas quoi. Donc ils trouvent un prétexte, un bidon, pardonnez-moi l'expression. Puis quand je suis allé sur place, j'ai eu droit à d'autres arguments. Puis finalement, c'était pas ça. C'était aussi le trouble à l'ordre public. Alors je vois pas faire une conférence avec 30 personnes, 40 personnes. Tranquillement entre nous, c'est faire un trouble à l'ordre public. Et puis on m'a expliqué aussi que ça pouvait être en fonction des sujets. Donc il y a des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder. Remarquez, notre conférence en question, c'était sur la terreur. Donc c'est peut-être ça qui a dérangé la mairie de Grenoble. En fait, Éric Piolle se veut l'héritier des Lumières. C'est en réalité l'héritier de Robespierre. Samuel, par rapport à ce que nous abordons comme sujet, à savoir l'intolérance de la municipalité envers les idées opposées,
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre vie de militant? Qu'est-ce qu'être un militant conservateur à Grenoble et vos menaces que vous avez reçues ou des coups potentiellement? Alors, les faits se sont produits il y a de ça un mois et demi. Donc moi, je suis quelqu'un qui a une vie vraiment chronométrée, c'est-à-dire que tous les jours à 9h, j'arrive à la bibliothèque universitaire 3 lettres et là donc je regarde, il y a un tag où donc le 10 améliorable y est mentionné et ensuite le prénom d'Iven et ensuite mon nom, ils sont mentionnés avec ensuite écrit donc mort à Iven, mort à Samuel. Juste pour les auditeurs, Yves Lecause est président de l'Uni, donc camarade militant de Samuel. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite on a déposé plainte dans la foulée. Malheureusement, il n'y a pas de caméra sur le campus de l'université Grenoble-Alpes, c'est-à-dire que ces personnes-là, la probabilité qu'on les retrouve, elle est quasiment infime, pour ne pas dire qu'elle tend vers 0. Elle est vraiment infime. Donc il n'y a pas de caméra sur le campus et cela, c'est en partie dû au vote du conseil d'administration. Donc c'est l'université Grenoble-Alpes, c'est l'instance principale. Donc le conseil d'administration, c'est ici qu'on y vote les projets les plus importants. Et donc c'est toujours l'extrême gauche qui s'oppose à ces caméras de surveillance. Ensuite, après donc cet événement-là, on a effectivement demandé la mise en place de caméras de surveillance pour éviter que d'autres événements puissent se produire. Et ils ont dit que cet événement-là, c'était donc un fait divers et qu'il ne fallait pas prendre en compte cet événement-là. Donc c'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose de choquant. Et donc, après avoir découvert ces tags, avec donc Yves Lecause, président de l'Uni Grenoble, nous étions attablés dans un bar. Mon vélo y était garé et donc 2 militants Antifa sont arrivés et ils ont apposé une dizaine de sticks Antifa. Donc moi je suis sorti, ils ont commencé à nous invectiver, à nous insulter, etc. Et donc j'ai déposé une main courante le jour même et le lendemain je suis retourné au commissariat pour déposer. Donc j'ai porté plainte et ensuite j'ai déposé une main courante. Ludovic, qu'est-ce qu'être un militant souverainiste et conservateur à Grenoble? Est-ce que vous faites l'objet de menaces, d'intimidations, d'insultes? Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une cartographie qui avait été faite par les Antifa, ou je ne sais pas qui exactement d'ailleurs, de la droite, de l'extrême droite ou droite dite extrême. Donc j'apparaissais dessus et cette cartographie, a été distribuée dans des boîtes aux lettres de Grenoble. Donc je suis diffamé alors je n'ai rien fait de mal. Oui, j'ai été insulté plusieurs fois dans la rue. Bon, ça me fait pas peur, hein, vous savez. Mais donc ça m'arrive régulièrement. On s'habitue, hein. Mais et puis ils ont également fait un tract où ils nous disent que nous sommes l'extrême droite. Ils nous associent une nouvelle fois à Mézinka. Remarquez, ils disent que nous sommes un cercle d'intellectuels. C'est plutôt un compliment, mais je pense que c'est aussi parce qu'ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre sur quoi on travaille. D'accord, donc si je comprends bien, être militant conservateur à Grenoble, c'est difficile, vous faites l'objet de menaces, la municipalité vous met des bâtons dans les roues, et il y a même des menaces de mort, ce qui a été votre cas, Samuel. Je voulais à présent parler un petit peu de l'actualité de vos cercles. Samuel, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de l'Uni Grenoble, combien de militants, des résultats récents? Oui, alors à l'Uni Grenoble, nous sommes, lorsqu'Yven a repris la section, ils étaient 5, maintenant nous sommes 70, donc c'est-à-dire que Yven a fait vraiment un travail exemplaire et c'est important de le rappeler. Donc effectivement, à Grenoble, il y a des islamo-gauchistes, mais aussi il y a également des étudiants qui n'ont pas envie de voir leur diplôme sans valeur, qui ont tout simplement envie d'étudier, parce que étudiant, c'est principalement le fait d'étudier, sinon on n'est pas étudiant. Voilà, donc ensuite pour les résultats du CNESER, je pense que c'est ce que vous mentionnez. C'est donc historique le résultat, puisque nous sommes la troisième association représentative donc des étudiants en France. Donc c'est quelque chose d'important et ça montre aussi qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui ne veulent pas voir un diplôme sans valeur. Le 10 améliorable, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est tout simplement le fait d'avoir 10, même si on ne se présente pas à l'épreuve, on a 10. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable quand on sait qu'il y a peu de sélection à Parcoursup et qu'ensuite la sélection au master
Dans ma promo, en L1, il y avait 600 étudiants. En L3, ils sont entre 250 et 300. On peut bien voir qu'il y a une baisse d'étudiants, d'effectifs. Et si on se retrouve avec le même nombre d'étudiants L1 et le même nombre d'étudiants en train de candidater sur mon master, c'est quelque chose qui est invivable. Ludovic, par rapport à ce que vient de nous dire Samuel, et si je comprends bien, une nouvelle génération qui s'oppose à cette omerta et ce danger d'être un militant conservateur, quand vous expliquez qu'il y a une nouvelle génération qui émerge, notamment à Grenoble, avec des patriotes, des souverainistes, est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple de jeunes générations qui se rendent au Cercle Bayard? Alors d'abord, je voudrais préciser dans la continuité de ce qu'a dit Samuel, c'est qu'effectivement, moi j'ai vécu ce changement de l'UNI, parce que j'étais pas membre de l'UNI, mais je vous donne un scoop, j'ai été candidat pour l'UNI sur des listes, puisqu'il en manquait à l'époque, ils étaient pas très nombreux, et donc en sciences humaines, j'étais en sciences humaines, il en manquait parfois des personnes, donc j'ai complété les listes, je crois, 2 fois. Donc, et à l'époque, c'était compliqué. Et j'ai vu ce changement, il y a 10 ans, il y avait pas beaucoup de militants de droite ou de patriotes sur le terrain, et aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Ça, c'est vraiment porteur d'espoir. Je pense que ça s'explique parce qu'il y a des dingueries en face. C'est vraiment c'est des gens, ce sont des dégénérés d'une certaine façon. Quand on voit le wokisme, etc., certains trucs féministes de plus en plus gros, ça va au-delà même. Je pense que il y a des gens normalement constitués qui se disent là, il y a peut-être un problème. Je pense que ça joue beaucoup. Pour répondre à votre question sur le Cercle Bayard, nous avons un public assez varié, de gens qui suivent beaucoup les travaux du Cercle Aristote parce que nous sommes liés, je l'ai pas dit, mais également beaucoup de jeunes de droite ou patriotes des différents mouvements ou pas qui viennent, et effectivement on a un public assez jeune et aussi quelques anciens qui sont là pour encadrer ce qu'il en faut, et on les remercie d'être là. Donc vous êtes plutôt optimiste sur la période qui va s'ouvrir. Samuel, je voudrais avoir votre avis pour savoir si vous pensez avoir de plus en plus de militants dans vos rangs et peut-être leur passer un message. Oui, bien sûr, on aura effectivement de plus en plus de militants, et donc on va tout faire pour continuer, et toute personne qui ne veut pas voir son diplôme sans valeur, toutes ces personnes qui en ont marre de ce gauchisme ambiant à l'université sont amenés à nous rejoindre, et bien évidemment vous êtes les bienvenus, et ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Et Ludovic, est-ce que vous avez un message à passer aux souverainistes, aux conservateurs, aux curieux, aux intellectuels, voire aux contradicteurs qui voudraient venir à vos cercles? D'abord, j'ai envie de leur dire que l'année n'est pas finie pour nous, la saison, puisque nous avons une conférence le vendredi 7 juillet à 18h30. Nous recevons Stanislas Berton. Sur le sujet de la conférence, ce sera Retrouver la France. Vaste question. Et donc, je vous invite à venir. Comme ça, vous ferez une idée par vous-même et non pas par ce qu'on en dit. C'est important. Et ce que j'ai envie de dire, écoutez, moi, mon combat, c'est d'essayer de joindre à la fois les identitaires et les souverainistes. Et je crois que c'est vraiment une question qui m'importe beaucoup parce que je vois parfois des batailles internes et je pense que les deux questions sont liées. Il faut marcher sur deux jambes. L'identité sans la souveraineté, c'est du folklore. La souveraineté sans une volonté identitaire derrière, sans une volonté de retrouver cette culture française, ça ne sert à rien non plus. Donc je crois qu'il faut associer les deux plutôt que se taper dessus comme on voit parfois dans des mouvements nationaux. Donc c'est ça mon message, j'ai envie de dire, parlons-nous, et si on nous comprend, faisons un pas les uns vers les autres, sinon la France, on ne retrouvera pas la France, si je puis dire. J'ai une dernière question pour vous, Ludovic. Si je comprends bien, vous vous battez aujourd'hui pour le souverainisme et faire une alliance d'un arc conservateur sur le terreau grenoblois. Est-ce que vous êtes optimiste pour les années à venir? Alors je ne me bats pas pour le souverainisme. Je pense que la souveraineté est la condition du retour à l'esprit français, à la nation française. Je crois qu'il y a des motifs d'espoir. On voit qu'on a une grande phase de mondialisation qui est en train de se refermer. Donc je pense qu'il y a un retour au localisme, aux cultures locales. Et on voit aussi beaucoup de jeunes qui reviennent au catholicisme, etc. Ils sont encore pas très nombreux, mais par rapport à il y a 10 ans, c'est énorme. Et donc je pense qu'il y a des raisons d'espérer. Bien sûr, ça va être difficile, mais l'important c'est l'endurance. Voilà, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc j'espère être un marathonien, même si je ne cours pas trop en ce moment. De votre côté, Samuel, est-ce que vous pensez que l'avenir à l'université et à Grenoble et en France en général sera plus positif et peut-être plus tolérant qu'aujourd'hui?
Moi je pense sincèrement qu'effectivement il est possible, vous savez, l'impossible n'est pas français, on dit souvent. Moi je pense que rien n'est impossible. Cependant, il est évident qu'il faut mettre en place des choses, et l'UNI de notre côté, on relaie toutes les choses absurdes qu'on peut voir, que ce soit le fait qu'on accorde une salle donc aux musulmans de France par exemple, au sein même de l'université de Lyon 3, ou tout un tas d'autres choses. Donc effectivement, nous on est confiants, on va continuer. Cependant, si on est les seuls à continuer, notre combat, il est noble. Il est noble. Cependant, le gouvernement se doit de s'emparer de ces questions, que ce soit de la valeur de nos diplômes, que ce soit de la précarité étudiante, parce que c'est également un sujet qui nous préoccupe, que ce soit toutes ces choses-là, que ce soit le wokisme, le gauchisme ambiant, l'islamo-gauchisme, toutes ces choses-là, le gouvernement et la ministre de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, qui n'a même pas osé venir nous contacter lorsqu'on a subi ces menaces, alors qu'elle était présente sur Grenoble au CEA le 22 mai, elle n'a même pas osé venir nous voir. Donc c'est quelque chose qui est problématique, et on leur demande justement de se saisir de ces questions-là. Dernière question, par rapport au wokisme, c'est la première fois qu'on le mentionne sur cet entretien. Grenoble est réputé un laboratoire du wokisme. Ludovic, selon vous, est-ce une réalité sur le campus grenoblois, à l'université, dans les intellectuels grenoblois? Et si oui, est-il présent dans la société en général, ou il concerne juste une minorité d'élites intellectuelles? Alors oui, pour la première question, c'est-à-dire c'est une spécificité de Grenoble, c'est marqué sur ce campus. Et moi je pense que Grenoble, vous connaissez peut-être cette petite université de l'Ouest américain, Evergreen, on avait beaucoup entendu parler, hein, ça a été les gens iront voir sur internet s'ils connaissent pas. Et Grenoble sera la première ville de France, premier campus, la première université à devenir Evergreen. Est-ce que vous pensez que les citoyens français, les commerçants, les gens qui habitent en centre-ville, les artisans adhèrent à cette thèse wokiste? Non, je crois que c'est un petit milieu, un petit entre-soi universitaire, de première année, L1, L2, L3. Mais ça n'a pas de prise avec la société française, en tout cas pas aujourd'hui. Et heureusement d'ailleurs. Mais attention, parce que ça pourrait le devenir. Par rapport aux États-Unis, on est encore très loin. Très clair. Un dernier mot de la fin avant de clore cette émission? Oui, juste pour revenir sur le wokisme, moi je pense sincèrement qu'effectivement c'est quelque chose qui n'est pas pleinement ancré dans notre société française, et Dieu nous en préserve. Il y a cependant effectivement, et pour revenir sur par exemple pour parler de l'écriture inclusive qui est directement inclus quand on parle de wokisme, c'est effectivement des personnes qui l'emploient sans connaître le fond derrière. Donc il y a beaucoup de je l'emploie sans connaître le fond derrière, et c'est aussi ça notre travail, que ce soit souverainiste, identitaire ou autre, c'est tout simplement de dénoncer et de dire utiliser tel terme, c'est admettre et accepter telle chose derrière. Donc pour moi c'est quelque chose vraiment d'important. Très bien, merci Ludovic, merci Samuel, bonne chance pour la suite, en espérant que la terre grenobloise soit un petit peu plus tolérante envers les idées nouvelles et l'avenir de la France. Merci. Merci.